À la une de cette édition, les assises scientifiques et culturelles de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest sont ouvertes à Abidjan. Une rencontre de réflexion sur les enjeux et perspectives de l'exercice de la pharmacie dans l'espace CEDEAO. On recevra sur notre plateau un invité avec qui nous parlerons de la semaine d'intensification de la vaccination sur l'étendue du territoire. Et la première édition de l'Abla Confession Day s'est tenue à Abidjan ce samedi. Plus de précisions dans cette édition. Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 pour vous informer. C'est l'heure du journal et nous l'ouvrons avec la santé. Du 20 au 27 août 2023 se déroulent à l'université Félix Houphouët-Boigny les assises scientifiques et culturelles de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest. Cette 18e édition, ouverte ce lundi, permettra aux étudiants en pharmacie des 8 pays membres de la FESPAO de réfléchir sur les enjeux, défis et perspectives de l'exercice de la pharmacie dans l'espace CEDEAO. Suivons le reportage de Konena Norgo et d'Ezekiel Siri. Après Niamey au Niger en 2022, Abidjan accueille du 20 au 27 août 2023 les 18e assises scientifiques et culturelles de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest. Les participants venus du Niger, du Bénin, de la Guinée, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, du Congo et de la Côte d'Ivoire vont se pencher sur l'avenir de leur futur métier à travers le thème « Exercice de la pharmacie dans les pays membres de la CEDEAO, enjeux, défis et perspectives ». L'objectif étant de promouvoir les valeurs de la profession pharmaceutique et de contribuer à l'amélioration de l'accès des populations aux médicaments de qualité. Nous sommes organisés en 8 pays dont l'action commune est pilotée par la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest. Cette action s'inscrit dans un cadre d'amélioration de la qualité de formation des futurs pharmaciens, en plus des acquis académiques, théoriques et pratiques, en éveillant leur sens de réflexion et la cohésion autour d'un même idéal pour l'intérêt de nos populations africaines. Cette 18e rencontre nous donnera l'occasion d'aborder certaines questions pertinentes sur la médecine traditionnelle, sur la e-pharmacie et bien d'autres aspects. Nous sommes très honorés de votre présence à cette assise de la FESPAO qui regroupe les futures élites du secteur pharmaceutique de la sous-région. Témoignage de votre engagement en faveur de la recherche et de l'excellence. Au menu de ces assises, une séance de don de sang, des tables rondes, des conférences, mais aussi des concours et des expositions. Une opportunité d'harmonisation des pratiques pharmaceutiques dans les 8 pays membres de la FESPAO, selon la représentante du ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parrain de ces 18e assises. Alors ces 18e assises qui se déroulent au terme du terme l'exercice de la pharmacie dans les pays membres de la CEDEAO, enjeux et défis et perspectives, constitue donc une opportunité pour nous qui sommes des formateurs dans ces disciplines de pouvoir mener avec vous des réflexions vraiment pour les parfaire. La FESPAO est un cadre d'échange réunissant les étudiants en pharmacie de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest autour des questions relatives à leur formation et à leur future profession. Et toujours dans cette dynamique, la capitale économique ivoirienne Abidjan a accueilli la 23e session du réseau des syndicats du secteur de la santé de l'Afrique de l'Ouest. Au cœur des échanges, la revitalisation du secteur de la santé pour promouvoir des prestations de soins de santé de qualité au niveau local, national et sous-régional. Au sortir de ces 2 jours d'échange, les recommandations seront orientées vers les autorités compétentes des différents pays, nous disent Zeynab Dosso et Tima Traoré. Ils sont tous engagés dans la lutte pour redynamiser le secteur de la santé en Afrique. Ce sont les syndicats du secteur de la santé de l'Afrique de l'Ouest. Pour la 23e fois, ils se sont retrouvés, cette fois à Abidjan, capitale économique de Côte d'Ivoire, pour échanger sur l'avenir du secteur de la santé en Afrique. La redynamisation, la formation, le renforcement de capacités du syndicat et les services de santé de qualité sont entre autres les sujets qui étaient à l'ordre du jour. En ce qui concerne le thème de notre réunion,
en l'occurrence la redynamisation des syndicats, comment s'organiser pour avoir des services de santé de qualité et la transition juste. Nous pensons que c'est un sujet qui est d'actualité et nous pensons qu'à l'occasion de cette réunion, nous allons véritablement nous revitaliser. Cette réunion, c'est très important. Nous apprécions le syndicat de Côte d'Ivoire pour l'accueillir tout le monde. Merci beaucoup. Visiblement, c'est avec joie que la Côte d'Ivoire, à travers le syndicat national des sages-femmes et maïeuticiens ivoiriens, accueille pour la deuxième fois ces assises de Ouassoum. Et chaque année, nous venons discuter, cogiter sur la marche de ce réseau et voir comment uniformiser la santé dans la sous-région ouest africaine. Et aujourd'hui, nous sommes à une réunion ordinaire pour discuter de toutes ces modalités et faire un plan d'action que nous allons mettre en action avec notre ministère dans nos différents pays. Pour rappel, la rencontre de Ouassoum se tient depuis 16 ans dans les pays membres à tour de rôle. Les membres du réseau des syndicats de la santé de l'Afrique de l'Ouest ont pour objectif de promouvoir les prestations de soins de santé de qualité au niveau local, national et sous-régional. Dans 6 mois, se tiendra la prochaine session. Restons toujours dans le cadre de la santé. À l'amphithéâtre de l'Institut national de la santé publique s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire de la Mutuelle générale des agents de santé de Côte d'Ivoire. Cet événement attendu de longue date par les professionnels de la santé a réuni un grand nombre de membres de la mutuelle ainsi que des représentants institutionnels et des acteurs du système de santé ivoirien. Le compte rendu avec notre reporter Diane Kablancan. L'Assemblée générale a commencé par une allocution d'ouverture prononcée par le PCA de la mutuelle, mettant l'accent sur les réalisations de l'année écoulée. Il a souligné l'importance de la solidarité entre les agents de santé et l'adhésion massive à la mutuelle pour garantir une protection financière et sociale plus efficace. Un moment fort de cette Assemblée générale a été la présentation du bilan financier de la mutuelle qui a démontré une gestion saine et transparente des ressources. Le bilan donc, de la mutuelle est positif puisque nous sommes une mutuelle qui existe il y a à peine 2 ans et nous avons pu faire donc un excédent au niveau donc des prestations de santé. Notre objectif donc à travers cette assemblée générale est d'appeler tout le personnel de santé à adhérer à la mutuelle et d'en faire une mutuelle très forte. Les sujets les plus débattus lors de cette assemblée générale portaient sur l'amélioration des conditions de travail des agents de santé, la mise en place de formations continues et la garantie de la sécurité sociale pour les professionnels. Les participants ont exprimé leurs préoccupations et ont soumis des propositions pour améliorer la qualité des services de santé en Côte d'Ivoire. Dans le cadre normal de l'organisation, après 1 an d'exercice, nous rendions compte de ce que nous avons mené comme activité. Et donc, il était important pour le conseil d'administration de la MUGACI de venir rendre compte de la gestion 2022 de cette structure. L'Assemblée générale ordinaire de la Mutuelle générale des agents de santé de Côte d'Ivoire a été un véritable succès, offrant aux participants une plateforme pour échanger et débattre et prendre des décisions importantes pour l'avenir de la profession médicale dans le pays. Cette réunion souligne l'importance de la solidarité entre les agents de santé et l'engagement de la mutuelle à défendre leurs intérêts et à promouvoir une meilleure qualité de vie professionnelle. À présent, nous recevons notre invité. Se faire vacciner est primordial pour notre santé, ce n'est pas assez de le dire. Dans le cadre de ses missions, la direction de coordination du programme élargi de vaccination en charge de coordonner la vaccination systématique des populations organise une semaine d'intensification de la vaccination de routine couplée à celle de la Covid-19. Quel est l'objectif de cette activité? Qui sont les concernés et comment se fera sa mise en œuvre? Pour en savoir davantage, nous recevons en plateau le professeur Kouadio Daniel Ekra, directeur coordinateur du programme élargi de vaccination. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Assémian.
Alors, parlez-nous de cette semaine d'intensification de la vaccination de routine couplée à celle de la Covid-19 et le projet initiative Zéro Dose. Bien, le projet de vaccination dans le cadre de l'intensification de la vaccination rentre dans le cadre global de la lutte contre la maladie par la vaccination chez les enfants. Comme vous le savez, le programme élargi de vaccination est un programme important du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, et à qui le ministère a fixé un certain nombre d'objectifs, notamment d'atteindre 95% de couverture vaccinale pour les enfants pour le Penta 3, et la rougeole, et atteindre au moins 70% de couverture vaccinale pour les jeunes filles, pour la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Et nous avons fait le point au premier semestre de cette vaccination en routine. Nous trouvons que la vaccination n'est pas suffisante, que les parents n'envoient pas tous les enfants se faire vacciner. Donc il y a des enfants qui n'ont jamais été vaccinés. Il y a des enfants aussi qui ont eu une première dose de vaccination, mais qui n'ont pas continué. Et donc nous organisons cette intensification pour faire donc un rattrapage de tous les enfants qui normalement doivent avoir accès à la vaccination, ont droit à la vaccination, mais qui ne se sont pas fait vacciner à temps. Donc c'est le sens de cette intensification qui démarre aujourd'hui et qui doit durer une semaine. Et nous invitons toute la population, tous les parents qui n'ont pas encore fait vacciner leurs enfants de 0 à 2 ans, donc nous disons 0 à 24 mois, tous ces enfants qui n'ont pas leur vaccination ou qui ont commencé la vaccination, qui n'ont pas terminé, qui les amènent dans les centres de santé pour qu'on puisse les vacciner au cours de cette semaine d'intensification. Bon, pour la deuxième intervention, il s'agit des enfants zéro dose, qui est un projet spécial. Et nous avons constaté aussi que durant la période de la Covid-19, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu être vaccinés, qui n'ont eu jamais accès à la vaccination. Donc, nous voulons faire en sorte que tous ces enfants aient accès à la vaccination. Et c'est pour cela que nous avons mis en place l'initiative Zéro Dose. Mais pour que cette initiative Zéro Dose, rattraper tous les enfants qui n'ont pas été vaccinés, puisse marcher, il faudrait que toutes nos autorités puissent aller avec nous, notamment les préfets, les sous-préfets, qui doivent sensibiliser les autorités locales, qui ensuite doivent sensibiliser la population pour qu'ensemble, on puisse retrouver tous ces enfants-là et les vacciner. Donc, c'est le sens de la deuxième intervention qui est l'initiative Zéro Dose. Alors, justement, vous parlez tout à l'heure du rattrapage 1. Pourquoi l'expression rattrapage 1? Rattrapage 1 parce qu'il doit y avoir un deuxième rattrapage. Il s'agit d'une intensification de la vaccination. Nous avons fait le point à la fin du premier semestre. Donc, il y a des enfants qui n'ont pas pu être vaccinés. Nous voulons les rattraper au cours de ce mois d'août dans ce premier rattrapage. Et d'ici la fin de l'année, notamment au mois de novembre, probablement, il y aura un deuxième rattrapage pour tous les enfants aussi qu'on aura accumulés et qui n'auraient pas eu leur vaccination au complet. D'accord. Alors, pour cette semaine de vaccination, quelles sont les cibles? Bien, les cibles, ce sont les cibles habituelles du programme élargi de vaccination. D'abord, ce sont les enfants de 0 à 24 mois, donc de 0 à 2 ans. Donc, ces enfants vont doivent avoir 6 contacts avec les centres de santé, notamment à la naissance, à 6 semaines, à 10 semaines, à 14 semaines, à 9 mois et à 15 mois. Donc, tous les enfants qui, à leur âge, n'ont pas pu avoir leur vaccination donnée, donc tous ces enfants-là sont concernés. Donc, il s'agit des enfants de 0 à 24 mois. Ensuite, nous avons les femmes enceintes à qui on administre le vaccin contre le tétanos pour prévenir donc le tétanos néonatal. Et ensuite, nous avons les jeunes filles de 9 ans à qui nous proposons le vaccin contre le papillomavirus. Il s'agit d'un vaccin dirigé contre le cancer du col de l'utérus. D'accord, professeur. Alors justement, pour arriver à cela, il y a une stratégie forcément déployée par votre programme pour toucher les cibles. Quelles sont donc ces stratégies?
Bien, la première stratégie, j'en ai déjà parlé, il s'agit de la stratégie fixe. C'est-à-dire, les centres de santé seront ouverts au cours de cette semaine d'intensification. D'accord. Comme d'habitude d'ailleurs, tous nos centres de santé sont ouverts et donc les parents peuvent amener les enfants dans les centres de vaccination pour les vacciner. Ensuite, nous avons ce que nous appelons la stratégie avancée. C'est-à-dire que tous les enfants qui sont un peu éloignés d'un centre fixe, nous allons vers eux en utilisant soit une moto ou une bicyclette. En tout cas, on va les trouver, tous ces enfants qui se situent entre 5 et 10 km d'un centre de santé. Donc, on va les trouver pour leur proposer la vaccination. Au-delà des 10 km, il y a des stratégies qu'on appelle stratégie avancée. Mais aujourd'hui, il y a très peu de centres de santé qui se trouvent en stratégie qu'on appelle mobile. Puisque la plupart, on a beaucoup de centres de santé sur l'ensemble du territoire. On a environ 3000 centres de santé qui vaccinent. Donc on pense que la plupart des enfants peuvent être attrapés dans le cadre d'une stratégie fixe ou mobile. La deuxième stratégie, c'est que avec les agents de santé communautaires, nous allons aussi dans les communautés pour essayer de regarder les carnets de vaccination et tous les enfants qui ne sont pas vaccinés, qui ne sont pas à jour de leur vaccination, nous allons les orienter, donc avec nos agents de santé communautaire, nous allons les orienter vers les centres de santé pour être vaccinés. Voici un peu ce que nous allons faire. Donc il y a le volet du ministère de la Santé qui a les vaccins disponibles. Ces vaccins ils sont gratuits dans tous les centres de santé. Et il y a le volet population qui doit adhérer à la vaccination. Et nous allons utiliser, comme je le disais tantôt, les agents de santé communautaire pour sensibiliser. D'accord, professeur. Alors, nous rappelons que la semaine débute aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de toute la population ivoirienne? Bien, nous avons un mot à l'endroit de nos parents pour leur dire que les vaccins existent, sont disponibles dans tous les centres de santé. Ces vaccins sont gratuits. Vaccins, seringues, tout ce qui est utilisé, la vaccination, c'est gratuit. Donc les parents n'ont rien à payer, autant au cours de cette semaine d'intensification que dans le PEP de routine, tous les jours. Les vaccins sont disponibles et sont gratuits. Le vaccin, c'est un droit pour l'enfant. Vous voyez, si c'est gratuit, c'est parce que l'État a pris la disposition, vu la vulnérabilité des enfants, a pris la disposition d'acquérir les vaccins et de les mettre à la disposition des parents. Voilà. Donc, ce que nous demandons aux parents, c'est simplement faire l'effort de venir dans les centres de santé, dans les centres de vaccination, pour que les enfants puissent être vaccinés, être protégés contre près de 14 maladies contre lesquelles nous luttons. Les enfants, c'est l'avenir de ce pays. Il faut que nous ayons des enfants sains et la vaccination contribue à avoir des enfants qui se portent bien et qui demain pourraient prendre la relève. Alors merci beaucoup professeur d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes directeur coordinateur du programme élargi de vaccination et avec vous nous avons parlé de la semaine d'intensification de la vaccination de routine couplée à celle de la Covid-19 et le projet Initiative 012, n'est-ce pas? C'est bien ça et nous remercions Business 24. Merci beaucoup professeur. Toute autre chose à présent, départ des techniciens, de topographes et conducteurs de gros engins en France pour une formation. 22 jeunes Ivoiriens qui pensaient avoir échoué dans la vie viennent de se voir offrir une seconde chance par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Bénéficiaires d'un programme École de la deuxième chance, ils ont été retenus pour une formation de 3 à 7 semaines en France. Avant de s'envoler, ils ont reçu ce samedi au lycée technique d'Abidjan leur visa et équipement. Le compte rendu de Konena Nourgo et de Doumbia Yuba. Même dans leurs rêves les plus fous, ces 22 jeunes bénéficiaires du programme École de la deuxième chance ne pouvaient s'imaginer un jour en France. Et pourtant, c'est chose faite aujourd'hui. Grâce au programme École de la deuxième chance initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ils se sont envolés ce samedi 19 août 2023 pour une formation de 3 à 7 semaines en France. Avant leur départ, ces 13 topographes et 9 conducteurs d'engins ont reçu leur visa et les équipements pour la formation. Vous avez réalisé 2 semaines de stage d'immersion dans ces entreprises et maintenant vous allez aller en France à Égletons pour aller vous spécialiser
dans les domaines respectifs que vous avez choisis. J'aimerais vous dire qu'il faut que vous soyez attentifs quand vous allez être là-bas. Après ce que le parent a dit, vous allez vraiment pour apprendre. Donc il faut être attentif. Vous allez constater qu'ils vous attendent là-bas déjà. Ils vont vous accueillir, vous installer et vous serez dans de bonnes conditions pour apprendre. Pour ceux qui vont faire la conduite d'engin, vous allez voir que vous allez commencer sur des simulateurs avant de passer sur le terrain pour faire la pratique. Pareil pour ceux qui vont faire la topographie. Donc, il faut être attentif. Les entreprises qui vont vous recruter sont déjà connues. Vous avez fait vos stages là-bas. Donc, vous ne partez pas suivre une formation pour revenir chercher de l'emploi. Vous êtes déjà embauché par certaines entreprises qui ont exprimé le besoin de vous avoir parmi leur personnel. Donc, vous allez être là-bas comme un ambassadeur de la Côte d'Ivoire, mais aussi des ambassadeurs des entreprises pour lesquelles vous allez venir donner le maximum que vous avez appris là-bas. Donc, le ministre souhaiterait que vous soyez exemplaires, que vous suiviez les cours avec beaucoup d'intérêt et que vous puissiez nous revenir après, parce que tout ce qui a été dit, je n'aimerais pas revenir là-dessus, parce que de votre comportement va dépendre la suite du projet. Conçu sur mesure par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour faire face aux défis de l'employabilité, le programme École de la deuxième chance se positionne comme une main tendue du gouvernement à la jeunesse. Une initiative qui fait des heureux, à l'instar de ces 22 jeunes stagiaires et leurs parents. Aujourd'hui, c'est une grande joie qui m'anime. Une grande joie parce que le jour où mon fils est venu me dire qu'il doit aller en Europe pour suivre une formation, je ne sais pas quel mot je pourrais dire. Parce que cette opportunité que monsieur le ministre vous donnez à ces jeunes gens, il y a beaucoup d'autres qui auraient voulu avoir cette chance-là, mais ils ne l'ont pas eu. En tout cas, je tenais à dire à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire que l'école de la deuxième chance existe bel et bien. Je pars pour une formation, je reviens parce que je suis déjà sélectionnée dans une entreprise où je dois apprendre pour pouvoir servir mon pays. Pourquoi ne pas revenir? Je pars et je reviens le 10 septembre comme prévu. Ce programme m'a sauvé la vie parce que après le bac, j'ai eu le bac A2, j'ai fait des formations, j'ai eu des certificats, mais jusque-là, je vois que j'ai pas eu un emploi stable et tout. Donc c'est vraiment une aubaine, c'est vraiment une chance d'être là, de bénéficier de ce programme-là. Rappelons que ce sont au total 130 jeunes stagiaires qui seront formés dans les métiers du BTP en France. La convention entre le ministre Nguessan Kofi et les 25 entreprises partenaires a été signée le 25 mai 2023. Parlons à présent de service civique. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny initiera du 24 au 31 août 800 de ses étudiants au civisme et à la citoyenneté. Une initiative qui rentre dans le cadre du programme de service civique Campus citoyen de l'Office du service civique national. L'information a été donnée ce vendredi à Abidjan-Cocody au cours d'une conférence de presse co-animée par les directeurs généraux des deux institutions. Walter Kofi. Environ 800 étudiants, ingénieurs et techniciens de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB se verront formés au civisme, à la citoyenneté et aux us et coutumes de la Côte d'Ivoire. Dénommé Campus citoyen, ce programme de service civique se tiendra sur une semaine, précisément du 24 au 31 août prochain, à quelques jours de la rentrée académique de l'INPHB. Dr Moussa Diaby, directeur général de l'INPHB, a souligné que cette indication est désormais introduite dans le programme de son institution, faisant de l'établissement le premier à inscrire dans son ADN la notion de service civique.
Donc les ingénieurs et techniciens de l'INPHB doivent énormément à l'État. Et effectivement, une semaine d'initiation ou d'information sur le civisme est peu. C'est pour cela que nous allons aller au-delà. Et que, à partir de l'année prochaine, ce sont des points qu'on a discutés d'ailleurs avec le directeur général de l'Office. Le programme Campus Citoyen est piloté par l'Office du service civique national, dont le directeur général a pour sa part indiqué que la semaine de formation se fera dans un encadrement de type militaire. Grâce à l'INPHB, nous sommes en train d'expérimenter des phases pilotes. Demain, dans quelques jours, on va commencer un campus citoyen de courte durée. Si ça marche, ça sera dupliqué dans tous les autres établissements qui ont la capacité d'accueillir en mode internat leurs élèves. Ensuite, le DG vient de lancer un élément sur lequel nous travaillons depuis déjà quelques mois. C'est sur comment est-ce que nous pouvons utiliser nos intellectuels, nos jeunes, à s'engager pour la communauté. Notons que Campus Citoyen est un programme de formation civique et citoyen initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique à travers l'Office du service civique national. Ouvrons une page de vie associative dans cette édition. La Fédération fraternelle de Yopougon Academy a investi Kofi Deborah ce samedi au terrain de la cité Kestab de Yopougon Carrefour Jatak. Cette cérémonie avait pour but de présenter la nouvelle présidente et de l'instituer dans ses nouvelles fonctions. Le reportage est signé Michel Bro. Elles sont toutes des femmes issues de 18 associations féminines présentes à la cérémonie d'investiture de la présidente de leur fédération. Elles ont décidé de se constituer en une seule fédération, la Fédération fraternelle de Yopougon Academy. Ces femmes ont investi le terrain de la cité Kestab de Yopougon Academy pour vivre ces moments. Cette cérémonie vient marquer le début d'une nouvelle ère pour cette fédération et ses membres. Parmi nous, nous avions des restauratrices. Moi-même, je suis restauratrice, bar maquis. J'ai d'autres femmes qui sont aussi maquisanes et aussi restauratrices. Il y a des couturières, il y a des stylistes. Donc nous sommes ensemble. S'il y a un investisseur déjà qui est là, il peut nous porter beaucoup. Et si nous avions choisi aujourd'hui une grosse tête, qui est M. Adama Bitogo, je pense qu'on n'a rien à craindre. Parce qu'il est là, il écoute les femmes, il est là, tout ce qu'il dit, il le fait. La représentante du parrain est venue les bras chargés de plusieurs lots. Elle a encouragé les femmes pour cette initiative et renouvelé son engagement à soutenir la fédération. Il faut être rassembleuse pour être à la tête d'une association. Donc franchement, je la félicite. Et puis je pense que on va l'accompagner dans ce sens-là pour qu'elle puisse soutenir ces femmes-là. Parce que je pense qu'on a tous besoin d'un soutien dans la vie. Donc elle est la bienvenue. Et puis je lui dis félicitations encore par rapport à sa nomination. La Fédération fraternelle de Yopougon Academy enregistre 18 membres au sein de son bureau exécutif. Cette fédération revendique environ 2000 membres. Sa vision est portée sur la solidarité, la cohésion, l'entraide et l'autonomisation de ses membres. Prenons tout de suite la direction de la commune de Koumansi qui a accueilli ce samedi la cérémonie d'investiture du nouveau bureau exécutif de la mutuelle des Odioukrou MOC. Une cérémonie avec toutes les sonorités Odioukrou qui a vu la participation de plusieurs autorités communales dont le représentant du député maire de la commune. La MOC a pour objectif de faire régner la paix, la cohésion et le vivre ensemble entre toute la communauté Odioukrou et les autres communautés installées dans la commune. Les détails avec Pierre Tebeu et Doumbia Ayuba. Un geste fort symbolique. Lasme Victorin est désormais le nouveau président de la mutuelle de la communauté Odioukrou de la commune de Koumassi MOC. Il a été installé ce samedi 19 août 2023 avec tout son bureau
constitué en majorité de femmes. Il aura en charge de gérer la communauté, le vivre ensemble avec les autres communautés, faire rayonner la prospérité entre les membres. Une tâche aisée puisqu'il sera accompagné par tout son bureau. Notre vision, c'est de relayer le message du maire. Notre mission, c'est de passer partout où le besoin est pour amener la communauté, la population à comprendre le bienfait. Une cérémonie qui célèbre aussi les cultures de nos peuples et singulièrement celle du peuple Odjoukro. Le parrain et le représentant du député-maire de Koumassi ont lancé un appel d'engagement et de paix à toute la communauté Odjoukro. Aujourd'hui, nos enfants sont soumis, j'allais dire, à diverses formes de pression, à différentes sources d'éducation, à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, etc. Et j'estime qu'en tant que cadre, en tant qu'acteur du développement, il est important d'aider, d'accompagner les différentes communautés qui mettent en avant notre culture. Ce peuple est un modèle dans notre commune. Ce peuple est un modèle de cohésion, de solidarité et d'entraide. Nous avons été toujours associés à tout ce qu'ils ont eu à organiser comme événement ici à Koumassi. Et c'est pour cette raison que Bakongo, en tant que maire de la commune de Koumassi, a associé son image pour montrer aux autres communautés que c'est l'organisation qui permet d'avancer. La mutuelle des Odjoukro MOC a été créée en 2012 dans la commune de Koumassi. Avec cette installation, elle accueille son deuxième président. L'actualité, c'est aussi la culture. L'ablakon est un sous-vêtement féminin africain en général et ivoirien en particulier qui avait disparu pour des raisons ignorées. Un styliste modéliste ivoirien l'a fait renaître de ses cendres. D'ailleurs, un festival portera son nom, Ablakon Fashion Days. La première édition de l'Ablakon Fashion Days s'est tenue à Abidjan ce samedi. Il a donné droit à un défilé de mode où l'Ablakon a été magnifié, nous disent Philippe Zabo et Ezekiel Seri. C'est un auteur qui disait que la culture, c'est tout ce qui reste quand on a tout oublié. Comment une écrivaine africaine, gardienne de la culture, peut-elle oublier les vêtements de son enfance? Comment peut-elle jeter aux oubliettes l'Ablakon, nom des dessous qu'elle a portés? Non, l'Ablakon ne mourra pas. L'Ablakon a été remis au goût du jour et fera désormais l'objet d'un festival. L'Ablakon Fashion Day, c'est une journée dédiée à l'Ablakon. Pour la promotion de l'Ablakon, autour de la créativité émergeant, sortant du concept de l'Ablakon, qui est un tissu, un vêtement ancestral. L'Ablakon est porté au Japon, l'Ablakon est porté au Kenya, l'Ablakon est porté au Mali, au Burkina. L'Ablakon est porté en Côte d'Ivoire dans plusieurs régions, pour le festival du Poro, chez les Akans, dans les grandes festivités. Je veux dire, c'est vraiment un accessoire cosmopolite qui réunit tous les peuples. Donc moderniser l'Ablakon, c'est l'adapter à son époque, à cette époque-là, et ne pas perdre en fait cette fibre culturelle. Ablakon Fashion Day a donné droit à un défilé de mode où l'Ablakon a été célébré et même présenté sous des jours nouveaux. Un défilé apprécié par le public. Oui, j'ai découvert, waouh. J'ai été très impressionnée, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très bon. Le défilé était très impressionnant, vraiment. On retourne à nos valeurs, à nos sources, vraiment c'est important. On doit retrouver toujours nos racines, nos valeurs africaines. On doit les promouvoir. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Elle a modernisé la tenue, elle a fait la fusion des deux cultures. Et donc du coup, les jeunes filles n'auront pas de problème à porter. Et je trouve vraiment très magnifique. On peut voir ça sur les plages, on peut voir ça en tenue de bain, en tenue sexy, pourquoi pas. Et nous voici à la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24, la chaîne au cœur de l'information économique.